On va ouvrir à présent la séquence, justement, ça fait une bonne transition du changement climatique proprement dit, avec cette petite vidéo qui va bien lancer en fait notre séquence. Voilà pour tous ces chiffres avec déjà beaucoup d'informations avec les deux témoignages. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau télé. Hein. On appelle ça un desk. Merci David Moncoulon d'être présent. Merci Raphaël Legrand. David Moncoulon, vous connaissez bien évidemment dans cette maison. Vous êtes le directeur du département recherche et développement modélisation CCR. Et Raphaël Legrand, responsable de la division Data Science et Consultance pour Météo France. Présentation commune, interview sur l'impact donc de ce fameux changement climatique, sur les dommages évidemment assurés donc à horizon 2050. Raphaël Legrand, on va tout simplement démarrer avec vous peut-être, avant de rentrer peut-être à la fois sur la méthode et un certain nombre de chiffres. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations déjà sur l'état au fond des connaissances, sur l'évolution par exemple des sécheresses sur le changement climatique hein, pour Météo France. Oui, non, vous avez travaillé ensemble, bien entendu, il faut le rappeler. C'est vrai que c'est bien de commencer par avoir les ordres de grandeur, et notamment, donc là on va regarder deux phénomènes en particulier, sécheresse et les inondations. En tout cas, je vais me focaliser sur les débits. Donc pour commencer sur les sécheresses, donc déjà de quoi on parle. Donc sécheresse, on va pas parler des sécheresses météorologiques qui se limitent en fin de compte juste aux précipitations, mais bien aux sécheresses agricoles qui sont en fait un bilan hydrique entre l'eau qui rentre dans le sol et l'eau qui en sort. Donc ce qui rentre, c'est les précipitations, et ce qui en sort, c'est notamment l'évaporation par évapotranspiration. Voilà. Et cette évapotranspiration, c'est la conséquence de la température, d'humidité, vent, nature des sols et nature des végétaux. Voilà. Donc maintenant que le vocabulaire est posé, donc pour les sécheresses, on va vers une aridité croissante. Donc une figure, enfin, quand on regarde, oui. Quand on regarde voilà, sur les années passées, les sécheresses. Donc là, un indicateur qu'on aime bien regarder pour justement caractériser ces sécheresses, c'est le pourcentage de la surface métropolitaine touchée par les sécheresses. Donc là, c'est année par année. Alors ce qui saute aux yeux, évidemment, c'est les années un peu marquantes. On a 76, on a 89-90, qui est une sécheresse assez longue, 2003, 2011, et puis la toute dernière, 2022. Donc ça, c'est vraiment un graphique à jour et qui n'est même pas encore sur la plateforme ClimHD. Voilà, donc c'est un graphique très important parce qu'on voit d'abord, donc sur ces pics, on voit une certaine accélération en termes d'intensité et de fréquence des événements de sécheresse. Le deuxième point, c'est que en fait, cette tendance, elle se confirme également sur les sécheresses moyennes, quand on regarde la courbe rouge, qui en fin de compte, dans les années 70-80, on était vers 5% du territoire, et là, en moyenne, on est plutôt vers des 10% du territoire. Voilà, donc c'est vraiment une tendance importante qui est d'ores et déjà observée. Alors, ce qui n'est pas noté sur ce graphique, c'est qu'on a également une extension de la période de sécheresse, avec notamment les mois de juin et octobre, qui sont de plus en plus touchés.
Donc on a les ordres de grandeur là en tête. Si on regarde l'étude, CCR Météo France, c'est quoi les données climatiques au fond? J'ai envie de vous poser cette question directe. Ok. Eh bien, les données climatiques sont vraiment des données originales et très importantes. C'est dans toutes les études, c'est vraiment la matière première et c'est très important de regarder qu'est-ce qu'elles sont et comment elles sont formées. C'est celle-là que vous avez utilisée pour cette étude. Donc, c'est les simulations à climat constant. Alors, qu'est-ce que c'est? On a l'habitude de voir des projections climatiques qui, en fin de compte, commencent avec un état initial qui est dans les années pré-industrielles, donc avant 1900, et puis qui évolue jusqu'en climat 2100, par exemple. Là, ici, les simulations à climat constant sont un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'en fait, on fixe un climat, on le choisit. Par exemple, 2050 avec un scénario 4.5. On fixe le modèle de climat avec un forçage en concentration en gaz à effet de serre, en aérosol, et puis on le fait tourner des années, pour avoir un échantillon le plus représentatif possible de ce climat. Voilà. Et donc, dans cette étude en particulier, donc, il y a 3 simulations de climat constant qui sont utilisées. Une simulation en climat actuel avec 400 réalisations du climat actuel, 400 réalisations en climat futur au RCP 4.5 et une autre en RCP 8.5. Voilà. Donc ça nous permet, le plus gros avantage, c'est un champion pour trouver les extrêmes pour un climat donné. Voilà, et ça va bien au-delà des observations. Donc sur la figure ici, donc, je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir ce genre de figure, on appelle ça des graphiques à bulles, où on représente, en fin de compte, là ici c'est pour les canicules, donc les fortes températures. Donc chaque bulle est une vague de chaleur, en rouge c'est ce qui a déjà été observé, et puis en marron c'est ce que les simulations à climat constant nous donnent. En abscisse vous avez la durée, en ordonnée l'intensité, et puis la taille des bulles donne une sévérité. Donc on voit que les simulations à climat constant, je vous l'ai dit, c'est un champion pour trouver les extrêmes. C'est-à-dire que non seulement on arrive à représenter les événements qui ont déjà été observés, tels que 2003, la bulle 1 qui est en haut à droite, et puis les simulations climat constant vont beaucoup plus loin, avec des durées qui vont même jusqu'à 29 jours et des intensités maximum qui vont au-delà de 2003. Donc vraiment des événements très extrêmes. Voilà. Et donc si on a la même figure, juste pour votre information, en climat futur, donc là c'est en climat 2050 en RCP 4.5, donc un scénario un peu médian. Donc attention, les échelles ne sont pas les mêmes. On voit des bulles de canicule qui vont beaucoup plus loin, des durées qui sont beaucoup plus longues, on va presque jusqu'à 2 mois qui sont modélisées par le modèle, et des intensités qui vont encore bien au-delà de 2003. Voilà. Donc avec tout ce jeu de données qui contient une liste de paramètres très importante. Elles sont très innovantes, ces données. Voilà. Est-ce qu'on peut aller plus loin et est-ce que vous pouvez nous montrer les données au fond qu'elles contiennent finalement? Eh ben c'est ça, c'est les données qu'elles contiennent, c'est ça. Donc on a des températures extrêmes, donc on a 400 réalisations et dans ces 400 réalisations, on a notamment ces phénomènes extrêmes. Alors ça peut être en température, mais c'est également des précipitations extrêmes, c'est des états des sols qui sont extrêmes avec des sécheresses également extrêmes qui sont modélisées dedans. David Moncoulon, est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être, nous rappeler la méthode que vous avez choisie pour cette simulation et question complémentaire, pour quel type de dégâts, évidemment, c'est ça qui nous occupe. Alors d'abord, je tiens à préciser que c'est une continuité dans l'étude, c'est-à-dire qu'on a fait une première version en 2015, donc il y a presque 10 ans, avec une résolution de 50 mètres de nos modèles d'aléas, notamment inondations. On l'a mise à jour en 2018 avec une descente d'échelle des modèles et un changement de scénario puisqu'on s'est intéressé au 8.5. Et aujourd'hui, même si cette étude fait toujours référence, on la met de nouveau à jour pour harmoniser les différents scénarios, c'est-à-dire avoir toutes les simulations, que ce soit pour le 4.5 ou pour le 8.5, qui sont faites avec les mêmes modèles et le même niveau de précision. Donc on va travailler à partir des données de Météo France, donc des 400 années à climat constant. On va travailler sur la simulation de l'ensemble des aléas climatiques. Mais aujourd'hui, ce qui est présenté aujourd'hui, c'est une étape préliminaire dans l'étude, puisque l'étude complète sera publiée en septembre. Et aujourd'hui, on fait un point d'étape. On a jugé intéressant de présenter certains résultats, même s'ils continuent à être creusés. Certains types de dégâts, pas forcément sur l'ensemble. Voilà, on fait un focus sur inondations et sécheresses, qui représentent à peu près 80% des dommages moyens annuels depuis la création du régime CatNat. Mais il faut savoir qu'il faut le prendre comme tel, c'est des sujets qui sont encore en cours de discussion, notamment sur les inondations, avec les experts de Météo France. Mais on a jugé intéressant d'en présenter certains éléments. Quel enseignement faut-il en tirer? Et pour la sécheresse, vous l'avez mentionné, et pour les inondations, justement. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans les détails? Alors,
Juste avant de parler des enseignements, on peut déjà, ces simulations à climat constant permettent de faire une chose qui est assez intéressante du point de vue notamment de la prévention, c'est de cartographier les zones qui sont exposées aux aléas climatiques. Donc par exemple ici on voit une carte de France des inondations à 25 mètres de résolution, mais qui peut être faite à la fois en climat actuel, mais à la fois en tenant compte des projections climatiques. Et donc, là, on voit sur Paris, par exemple, en 2050, donc c'est l'objectif qu'on s'est fixé, c'est l'année 2050 qui est suffisamment proche pour faire des projections aussi de valeur assurée, en fait. On voit ici une cartographie des zones inondables par débordement et par ruissellement, dont certaines se sont certainement activées lors des orages de dimanche dernier. Alors, tout ça, ça veut dire quoi, je veux dire, en termes tout simplement de dommages assurés? Est-ce qu'on peut se projeter comme ça, compte tenu de toutes ces données? Alors, oui, on peut se projeter. Enfin, en tout cas, c'est le but de ces études, c'est de se projeter. Alors, c'est un exercice qui est un peu complexe parce qu'il mêle à la fois la simulation des événements extrêmes d'inondation et de sécheresse et des projections sur les biens assurés dans quelques années. Là, on voit effectivement le coût des inondations et l'évolution de la fréquence. Hein, c'est bien. Voilà. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que autant on a une incertitude sur les grands fleuves qui reste encore, c'est un sujet en cours de discussion avec les experts de Météo France, où on voit sur certains grands fleuves, avec des projections liées au scénario 8.5, donc le plus extrême, on peut avoir une diminution du risque de crue liée au fait qu'il y ait moins de précipitations longue durée, parce que les sécheresses augmentent. Alors c'est des choses qui sont nouvelles, très intéressantes, mais qui restent à creuser. Par contre, on n'a pas assez de recul, c'est un peu ça. Ben on a encore besoin de valider, en comparant à d'autres modèles, notamment Carpege, ces résultats, mais qui sont intéressants. Alors, d'autre part, on voit le ruissellement et les phénomènes de crue éclair qui augmentent sur l'ensemble du territoire et qui vont générer une augmentation qu'on estime pour le moment à 60% des dommages entre 2024 et 2050. Et donc, on voit que ça baisse un peu à 50% pour le 8.5 du fait de cette diminution de la queue de distribution et des événements extrêmes. Et donc, tout ça, on regarde, on revient à la sécheresse, sur l'évolution de la fréquence et du coup des sécheresses, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ce qu'on peut dire avec la mise à jour de ces simulations, d'une part, c'est que la sécheresse prend plus de poids dans le coût des événements, puisqu'on vient de vivre une séquence de 7 années avec 6 années extrêmes de sécheresse, on peut le dire, et notamment l'année 2022, qui est quand même un événement très rare, qui a fait augmenter le coût moyen déjà vision 2023 des sécheresses historiques, ce qui fait que la sécheresse prend plus de poids. Avec le scénario 4.5, on a une évolution qui reste présente, mais qui est un peu limitée, et simplement parce que le coût a déjà beaucoup augmenté. Avec le scénario 8.5, par contre, on est dans une situation vraiment extrême. On voit qu'il y a une grosse différence, hein, 15%, 110%, c'est considérable. Voilà, et notamment parce que non seulement l'intensité des sécheresses augmente, mais les séquences pluriannuelles de sécheresse, c'est-à-dire les cycles de sécheresse, sont de plus en plus nombreux et de moins en moins espacés dans les simulations. Alors, ça veut dire quoi? Je reviens un peu à ma question en termes de conséquences, c'est-à-dire de dommages assurés, si on en reste sur sécheresse-inondation ou inondation-sécheresse, comme vous souhaitez. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, l'étude précédente montrait une évolution des dommages de plus de 50% à horizon 2050, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que les valeurs assurées n'évoluaient pas, c'était un rapport S sur P, sinistre à prime. Là, aujourd'hui, on intègre une meilleure simulation des crues lentes, notamment en travaillant avec l'INRAE sur leur modèle inondation, une prise en compte des sécheresses récentes dans l'évaluation des dommages en sécheresse et une évolution des valeurs assurées. Donc ce qu'on montre, et ce qui reste cohérent avec notre évaluation précédente, mais qu'on encadre dans un intervalle, c'est selon les scénarios, on peut varier de 35 à 85% entre le 4.5 et le 8.5. Alors où on sera entre les deux aujourd'hui en termes de trajectoire, c'est difficile de le dire. Très difficile à dire, oui. Voilà. Mais donc ce sont des résultats qui sont aujourd'hui uniquement sur l'inondation et la sécheresse, qui ne tiennent pas compte des mesures de prévention qui sont aujourd'hui, comme la loi Elan par exemple, ou les PPR, qui existent et qui vont faire diminuer les dommages à horizon 2050, qu'on va essayer d'intégrer à l'étude finale. Mais on va aussi intégrer d'autres périls comme les cyclones, les submersions marines et les séismes qui, bien que ça, c'est en gros quel calendrier? C'est septembre. Septembre. Ouais. Hein, donc c'est quasiment demain. C'est ça. Peut-être que vous vouliez ajouter quelque chose. Quelle suite vous envisagez de donner à cette étude? Ça a déjà été dit par David Moncoulon il y a un instant. Raphaël Legrand? Alors, dans cette étude, nous, côté atmosphérique, du coup, et précipitations,
En fait, les simulations à climat constant sont des champions d'explorer ce qu'on appelle la variabilité interne du climat. C'est-à-dire, pour un climat donné, voir un petit peu toutes les situations météorologiques, toutes les possibilités, le champ des possibles pour un climat donné. Voilà. Un des champs d'évolution qu'on est en train de regarder, c'est le fait de cette fois regarder la variabilité intermodèle. En effet, ces simulations à climat constant sont faites avec un modèle qui est Arpège Climat. Or, il existe d'autres modèles climatiques qui, en fin de compte, avec le même climat, donc c'est-à-dire avec le même forçage de gaz à effet de serre, donnent une réponse un petit peu différente. Donc là, ça va être intéressant de rajouter encore un petit peu de variabilité, d'informations venant d'autres modèles. Voilà, donc c'est vraiment les travaux du moment. Quelques mots de conclusion, David Moncoulon. Oui, donc je rejoins ce qu'il vient de dire. En fait, dans ces simulations et ces projections climatiques, on est vraiment toujours un peu à l'état de l'art de la simulation climatique. C'est des sujets complexes parce qu'on s'intéresse aux événements extrêmes, on ne s'intéresse pas aux tendances moyennes. Et effectivement, aujourd'hui, on n'a pas de simulation à climat constant multimodèle. Alors, on y croit, et il y a aussi des méthodes géostatistiques qui permettront peut-être de générer des catalogues complets multimodèles. C'est l'objectif à terme, mais ça prend un peu de temps. Objectif ambitieux. Petite question qui me vient à l'esprit. Donc c'est très très performant, effectivement, ce qu'on fait, ce que vous faites en France. Est-ce que, si on compare à d'autres pays, est-ce que dans d'autres pays, il y a des simulations, des modélisations de ce type-là entre les assureurs et les services météo dans d'autres pays, en Europe ou ailleurs? Alors, côté Raphaël. Météorologie, les simulations à climat constant, non, c'est vraiment inédit, c'est un produit Météo France. Voilà. C'est exemplaire, il faut le souligner. Hein. Voilà, c'est vraiment un travail unique, original. Par contre, ce qui est important de dire quand même, c'est qu'on se compare toujours à des référents, donc qui peuvent être les groupes internationaux, comme les jeux de données SEMIPSIS ou les jeux de données DRIAS, qui eux contiennent des données qui viennent des modèles du monde entier. Donc c'est important quand même de rester dans une référence commune. Bien entendu. Un dernier mot, David Moncoulon? Non, simplement pour dire qu'effectivement, il y a d'autres travaux de ce type-là qui sont menés, alors par des réassureurs mondiaux, enfin qui traitent sur l'ensemble sur d'autres pays, mais nos travaux à ce niveau de précision aujourd'hui restent assez à la fois innovants et uniques, et exemplaires, comme je le soulignais tout à l'heure. Merci en tout cas à tous les deux pour cette étude commune. Calendrier, donc n'oubliez pas. Rendez-vous en septembre en tout cas. Et puis évidemment, pour la suite, merci en tout cas.